chez les patients avec un premier épisode psychotique, exposer un peu la situation au niveau international, les recommandations et la question de l'efficacité. Alors tout d'abord, je voulais rappeler qu'on parle toujours, vous voyez, c'est des choses nouvelles. C'est une innovation, mais on va dire que les pionniers de l'intervention précoce ont commencé à réfléchir là-dessus il y a maintenant quasiment 40 ans. Finalement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient impliqués là-dedans, qui avaient commencé à monter des programmes fin des années 70. Et les choses, en fait, se sont beaucoup structurées en Australie, notamment à Melbourne, partant un peu de plusieurs choses. D'une part, un constat que les jeunes patients étaient un petit peu laissés pour compte dans les soins psychiatriques conventionnels, qu'ils étaient finalement un peu noyés dans différentes problématiques et qu'on ne réalisait pas tellement quels étaient leurs besoins. Ils se plaignaient beaucoup de soins très fermés, beaucoup de contention. Une génération qui était un petit peu oubliée aussi entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie d'adultes, avec pour autant un pronostic assez sombre, avec un taux de suicide très élevé, une véritable problématique. Et puis parallèlement à ça, on était dans une période d'essor des neurosciences, avec aussi l'idée qu'il fallait mieux comprendre ce que c'était que les pathologies psychotiques, mieux comprendre le cerveau chez les personnes qui avaient ce type de troubles, et que habituellement les programmes de recherche n'avaient accès qu'à des patients qui avaient plusieurs années de maladie, et donc il y avait la question de la durée de la maladie en elle-même et de l'exposition chronique à des antipsychotiques qui constituaient des facteurs confondants pour la compréhension des troubles. Donc ça a été le moteur pour la constitution de programmes spécialisés qui accueillaient des jeunes naïfs de traitement. Ça a été l'histoire des premières cliniques dédiées à Melbourne. Et puis ensuite, on va dire, ces programmes ont évolué. Ça a été l'occasion d'une prise de constat, d'une prise de conscience que finalement, les choses ne se passaient pas du tout de la même manière que chez les adultes un peu plus avancés dans la maladie. Ils étaient beaucoup plus sensibles au traitement. D'une part, au niveau des effets indésirables, aux mêmes doses, ils ne supportaient pas, c'était très compliqué. Et en même temps, les choses pouvaient évoluer très vite, ils pouvaient s'améliorer bien plus rapidement. Donc c'était quelque chose de très particulier. Le constat a aussi été fait que leurs besoins, ils étaient plus du côté de la cité, du côté de l'ambulatoire, de la vie sociale. Et petit à petit, les choses sont sorties un peu de l'hospitalier strict et des lits. C'est vrai qu'initialement, ça a commencé avec des lits, puis petit à petit, ça a été plutôt de l'ambulatoire et tout un réseau de connexion avec les milieux d'études et qui a fondé l'organisation des composants de ce qu'on a appelé le modèle EPIC. Et qui aujourd'hui s'élargit à de très nombreuses thématiques. Ça a commencé avec la psychose, et puis petit à petit, la question de besoins spécifiques des jeunes, elle s'est élargie aux troubles de personnalité, aux troubles de l'humeur débutants. Alors c'est une initiative qui est d'abord restée un peu localisée, mais qui a quand même été rapidement connue au niveau international et qui, au niveau national en Australie, a connu un soutien institutionnel fort et renforcé notamment par l'élection il y a quelques années de Patrick McGorry comme l'Australien de l'année. Il y a vraiment eu une dynamique de diffusion de ces pratiques, et notamment au travers la constitution de centres de santé, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui sont plutôt situés dans la ville, qui comprennent des soins somatiques, ciblant la population des jeunes adultes avec beaucoup d'addictologie, aussi de choses autour de la santé sexuelle, et finalement qui comprend aussi des intervenants en santé mentale, et notamment des intervenants autour des premiers épisodes de psychose. Et aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de centres en Australie comme ça qu'on appelle les Headspace. Donc voilà un petit peu où en sont les Australiens. Et au travers de cette histoire,
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de concepts qui ont émergé et qui ont constitué vraiment les assises de ce qu'est l'intervention précoce. Je dirais un premier concept qui a été quand même pas mal évoqué, la notion de fenêtre d'intervention, de période critique, enfin en tout cas l'idée qu'il y a une période autour de l'émergence des premiers symptômes et des 2 à 5 premières années de maladie où les aspects biologiques, psychiques, sociaux sont extrêmement malléables. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer et donc il y a un intérêt à intervenir, un peu comme dans d'autres domaines peut-être un peu plus restreints dans le temps, comme l'AVC, où on est sur une histoire horaire, mais où on dit que si on rate la fenêtre de thrombolyse, c'est un peu plus compliqué et le handicap risque d'être plus important. Donc il y a aussi quelque chose qui est un peu de ce registre-là. Et donc aussi... de façon reliée, l'idée que plus le délai est long entre l'accès, entre les premiers symptômes et l'accès à des soins structurés et adaptés, plus le fonctionnement sera mauvais, et avec la notion de durée psychose non traitée qui est hautement reliée au pronostic. Un autre aspect plus largement connu, c'est le caractère multidéterminé des pathologies psychotiques, avec de nombreux paramètres biopsychosociaux qui peuvent constituer des à-coups sur la trajectoire développementale des patients et contribuer à l'émergence, d'une part, au maintien et à la réémergence des symptômes psychotiques. Et donc, finalement, pour traiter les problématiques psychotiques, ce n'est pas une intervention, mais des interventions multimodales. Donc, à partir de là, je dirais que ça fonder les 2 grands principes organisateurs de l'intervention précoce. C'est d'une part réduire la durée de psychose non traitée. Donc vraiment avec des programmes qui... ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des interventions systémiques qui visent à tous les niveaux à réduire la durée de psychose non traitée, en intervenant auprès du public, en déstigmatisant, en intervenant auprès des acteurs de première ligne, travailleurs sociaux, médecins généralistes, infirmerie scolaire, pour informer et former, et puis en ayant un système de soins beaucoup plus accessible, lisible et efficace. Voilà. L'autre point, c'est la nécessité d'avoir des actions de plusieurs ordres, que ce soit sur la santé physique, sur l'hygiène de vie, les traitements, la psychothérapie, le soutien aux aidants, le retour à l'emploi, et ce, de façon rapide, sans rupture, coordonnée. Et c'est aussi ce qui a favorisé l'émergence de la fonction de case manager qui est là pour faire naviguer le patient dans un système qui est parfois complexe et qui peut pas forcément, ou tout ne peut pas forcément être porté par la même équipe. Il y a besoin d'aller piocher à plusieurs endroits, mais il faut un fil rouge pour pas que le patient se perde dans ce système. Et ce fil rouge, c'est le case manager. Donc, c'est effectivement partie d'une initiative australienne, même s'il y a eu d'autres initiatives, enfin c'est quand même l'Australie qui a été pionnière. Et puis il y a eu différents échanges, des postdoctorants, beaucoup de connaissances qui ont circulé. Et finalement, c'est beaucoup à travers de personnes très engagées que ces choses-là ont diffusé dans le monde entier. Et malheureusement, ça a été dit, la France est restée un petit peu à l'écart de cette dynamique. Ça a été le moteur donc, de la fondation d'un meeting qui est l'IEPA, International Early Psychosis Association, qui est maintenant plus élargi à la question de la santé mentale des jeunes. Premier meeting en 1996, au début peu de monde, et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de gens intéressés par cette question, de plus en plus d'internationaux. Alors, je crois qu'il y a quelques années, le nombre de Français était relativement restreint. Dernier meeting à Boston, c'était quand même un peu plus nombreux. Ça commence aussi à un peu plus concerner la France. C'est un réseau de collaboration internationale avec de très nombreux partenaires, là aussi avec la France qui est encore un peu en retrait de cette question, mais je pense que c'est un diagnostic, s'il était réactualisé, serait peut-être un petit peu différent aujourd'hui. Il y a un certain nombre de principes fondamentaux qui vont rejoindre ce qui ont été dit. Alors je les rappelle tels qu'ils sont décrits dans les référentiels australiens, mais il faut savoir que ces principes sont
sont relativement proches de ceux qu'on peut trouver dans d'autres référentiels, en particulier le référentiel anglais, le référentiel québécois qui est assez proche et qui certaines formes de traduction, on va dire, du référentiel anglais avec quelques adaptations culturelles. Donc il y a plusieurs points fondamentaux. D'une part, il faut promouvoir un accès rapide à des soins de qualité et à l'expertise. Et pour ça, il y a toute une action qui doit se faire dans la communauté. C'est très important, ça, l'ancrage communautaire du service. Informer, former, faire des conférences, avoir de multiples contacts. Alors ça demande beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est vraiment important. Avoir des parcours de soins lisibles, d'accès facile. Et on parle beaucoup de cette notion de user-friendliness. Parce que très souvent, nos soins psychiatriques font un petit peu vieillot et font pas bien envie. Et il y a vraiment quelque chose à faire, à la fois dans l'attitude des professionnels, mais aussi dans le mobilier, l'agencement, qu'est-ce qu'il y a à disposition, est-ce que c'est près des facilités que les jeunes ont l'habitude d'utiliser. Donc c'est vraiment un point important. L'idée est aussi de promouvoir une approche collaborative, puisqu'on est sur un modèle finalement multidéterminé, il faut plusieurs acteurs de plusieurs origines, avec une approche biopsychosociale, des interventions evidence-based. Juliette a parlé d'un certain nombre de choses qui étaient présentes dans son dispositif. On a parlé de la remédiation aussi, Caroline en a bien parlé aussi. Et voilà, il y a de l'efficacité, il y a de la preuve, et c'est ça voilà, c'est-à-dire qu'il faut implémenter ces thérapeutiques dans l'intervention précoce. Elles doivent être, et ça c'est vraiment, ça va faire le lien un peu avec ce qui avait été dit en début de matinée, ajustées au stade de développement. C'est vrai que nous, on a un peu cette difficulté de la rupture pédopsychiatrie, psychiatrie adulte. Enfin, on n'est pas les seuls, hein, c'est un problème international. Mais théoriquement, les centres d'intervention précoce devraient commencer idéalement à partir de 12 ans, on va dire. Et donc, il y a à s'ajuster à chaque stade. La cible, oui, les symptômes, c'est important, mais ça a été rappelé. L'idée, c'est quand même essentiellement la personne, le fonctionnement, le rétablissement. Donc, cibler le retour à l'état scolaire antérieur ou le soutien d'un projet scolaire, d'un projet éventuellement professionnel, plus chez les jeunes adultes. Mais en tout cas, c'est soutenir le projet de la personne avec un certain optimisme. Ça a été dit. Je pense que c'est extrêmement important, l'optimisme, et puis savoir prendre un petit peu de risques, mais de manière réaliste, en accompagnant. On a souvent eu la culture en psychiatrie d'être très prudent, très protecteur, et puis finalement d'orienter les patients vers une carrière un peu asilaire. Donc l'idée, c'est d'avoir un service dédié pour concentrer des compétences aussi autour de cette question. C'est quelque chose de très important. Et de développer vraiment ces aptitudes relationnelles très spécifiques, avec aussi un accès facile aux jeunes, un accès facile à la famille. Hein. C'est vraiment très très important aussi d'accueillir la famille, de pas mettre un mur, comme ça c'est déjà vu en psychiatrie, entre la famille et l'équipe de soins. Habituellement, c'est des équipes qui fonctionnent autour des 2 à 5 ans après le premier diagnostic. Usuellement, c'est 3 ans au Québec, c'est un peu ça qui a été choisi. La particularité, je pense aussi, c'est que, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais il y a la question du contenu des soins de réhabilitation, et puis il y a toute la connexion avec le territoire et de l'aller vers, qui est vraiment, je pense, une particularité de l'intervention précoce, puisqu'il faut raccourcir les délais. Donc il faut être très très présent au niveau du territoire et s'adapter au contexte, qui est le contexte territorial, pour faire ce qu'on appelle l'outreach, comme on dirait au Québec en bon français, c'est-à-dire vraiment aller chercher les patients et les ramener aux soins. Donc, tout ça a été finalement à l'origine de la structuration de réseaux, en fait, qui comprend plusieurs
dispositifs et plusieurs caractéristiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a été à l'origine d'un consensus d'experts en 2013 par Donald Addington, avec, dès que l'intervention précoce, il y avait un certain nombre de composantes qui étaient des composantes essentielles qu'on peut regrouper en 6 grands domaines que vous avez donc ici sur la diapositive. Et en fait, le détail de ces composantes est relativement bien précisé parce qu'il y a beaucoup de composantes organisationnelles sur l'organisation du service, et ça va jusqu'à combien de fois il faudrait se réunir pour discuter des situations, combien de patients chaque case manager devrait avoir. Enfin, et disons que l'idée, c'est que si on atteint ces exigences de qualité en termes organisationnels, on a plus de chances d'être efficace. Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup d'éléments sur l'évaluation, le contenu des interventions groupales, familiales et des interventions individuelles. Et toute la connexion avec la population est aussi très important. Alors, la manière dont ça peut se décliner, je trouve, une des manières les mieux décrites, je pense, c'est au travers du modèle EPIC, qui comprend, alors, il écrivait 16 composantes, mais qui recoupe les composantes d'Addington, avec, je vais y aller un peu rapidement, mais je pense que c'est des choses importantes, la question de la sensibilisation du public et de l'accès facile. L'évaluation à domicile, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, quand on est informé d'une situation un peu compliquée, d'être en capacité d'aller sur place, d'essayer de savoir ce qui se passe, parce que parfois les jeunes ont des difficultés à s'engager. D'avoir aussi accès, et ça c'est quelque chose de complexe à mettre en place, à un dispositif intra-hospitalier avec des lits, pas forcément beaucoup, mais parfois ces patients ont besoin, parce qu'ils sont en crise, d'avoir accès à des soins intra-hospitaliers. Et là, c'est compliqué de se retrouver dans le milieu psychiatrique plus conventionnel. Donc je pense qu'avoir quelques lits aigus et subaigus autour de la question, c'est vraiment important. Il y a pas mal d'équipes qui ont développé ça. Le case management en continu, le traitement pharmacologique un peu spécialisé, je vais revenir là-dessus, des interventions psychologiques validées, un programme de rétablissement fonctionnel avec tout ce qui est retour à l'emploi, retour aux études, l'allée vert, on en a parlé, les groupes, les programmes familiaux, ça fait partie, je pense que la psychoéducation en termes de groupes et les programmes d'intervention familiale, c'est vraiment un des piliers de l'intervention précoce. Il y a aussi une emphase sur quelque chose que je trouve vraiment important, c'est la participation des pairs, que ce soit dans le soin, mais aussi dans la conception des services. Je pense que c'est vraiment qu'ils puissent donner leur avis et réviser la manière dont on organise le service, qu'ils puissent nous dire non, c'est moche, ça ressemble à rien, enfin, ça me parle pas. Enfin, moi, je trouve ça important. Il faut accepter de prendre ces remarques, et c'est très constructif. Voilà l'importance des partenariats, de la formation continue des agents, parce que ça demande beaucoup de compétences qui doivent être réactualisées. Et puis un point qui est parfois un petit peu plus compliqué, parce qu'on débute aussi un peu dans le domaine, c'est la détection des patients à ultra haut risque et les interventions pour des patients qui sont un petit peu en amont de situations psychotiques constituées. Alors, on en a un peu parlé, et puis vous avez vu au travers des exemples qu'a présenté Juliette, c'est des choses qui sont relativement efficaces, appréciées aussi par les patients. Mais il y a des données dans la littérature qui montrent très clairement que ça fonctionne, et aujourd'hui c'est très solide. Parce que donc, des fois on a un certain nombre de débats, de contestations. Enfin, je pense que c'est important de rappeler ces données. Il y a de nombreuses études, et puis il y a une méta-analyse qui est sortie assez récemment, l'année dernière, menée par Christophe Correl, et qui montrait que sur plus de 2000 patients, quand les patients bénéficiaient de services structurés d'intervention précoce avec les composantes que j'ai évoquées, l'efficacité était bien plus importante que s'ils n'en avaient pas, sur les symptômes, sur la rémission clinique et fonctionnelle, et puis aussi sur, ça c'est un paramètre important aussi, le nombre d'hospitalisations, avec une proportion de patients qui n'étaient jamais hospitalisés aussi, qui était bien plus importante, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu le schéma classique de la première décompensation qui arrive
arrive à l'hôpital et voilà, dans notre schéma mental de psychiatre français, c'est souvent comme ça que ça débute la psychose, alors que pas forcément. Alors, qu'est-ce qui fonctionne dans ces différentes composantes? Enfin, beaucoup de choses, mais je vais vous donner quelques exemples. Vous avez tous en tête les interactions complexes entre un jeune et sa famille, et particulièrement dans des moments de psychose, où il peut y avoir toute une série de symptômes compliqués, notamment les symptômes de retrait qui peuvent être difficiles, qui peuvent donner lieu à des situations un peu de frustration, de colère de la part de la famille, avec un stress qui peut monter dans la sphère familiale et qui peut finalement être un facteur renforçateur, souffrance familiale et puis finalement souffrance aussi de la personne. Donc il y a quelque chose qui est important à prendre en compte, et les interventions familiales ont été largement diffusées dans l'intervention précoce, avec une efficacité dans cette méta-analyse, et puis voilà, ça ressort beaucoup, sur le bien-être des familles, et également sur la personne, sur la diminution du rechute. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un ingrédient essentiel de l'intervention précoce. Un autre point, on en a parlé, de travail, c'est quelque chose d'important pour les patients. Beaucoup de patients avec un premier épisode sont sans emploi, et puis en fait ce taux tend à augmenter au fur et à mesure qu'on est dans une pathologie psychotique plus marquée, notamment pour la schizophrénie. Et alors que finalement, quand on interroge les jeunes, l'emploi, voilà, on a dit, c'est quelque chose de prioritaire pour eux. Et ça a été à l'origine d'un manifeste international qui s'appelle Meaningful Lives, où l'idée c'est que les jeunes ont le droit à avoir une vie qui a du sens, à avoir un rôle dans la société. Je pense que c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Et une des techniques appliquées dans les centres d'intervention précoce pour le soutien à l'emploi, c'est une méthode dont vous avez sans doute entendu parler dans le champ de la réhabilitation. C'est la méthode IPS, Individual Placement and Support, avec une philosophie autour de l'emploi qui est, on dit, placed and trained. C'est vraiment la question d'abord, la prioritaire, c'est de trouver un emploi, et puis ensuite d'avoir une intervention structurée pour la soutenir. Donc finalement, ça se passe beaucoup autour de job coach qui font un point avec la personne, travaillent son projet, et puis rapidement connectent au milieu professionnel et l'aide à obtenir un emploi, et ensuite organise pendant plusieurs mois le soutien de cet emploi pour favoriser son maintien. Et alors c'est un modèle qui a largement montré son efficacité en santé mentale en général, et je ne rappelle pas les données générales qui sont... Voilà, il y a des méta-analyses, c'est très très en faveur. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus récemment, il y a un certain nombre de données sur la population jeune en général, où on montre que les taux d'emploi sont supérieurs quand on fait ce genre d'intervention, et puis dans la population avec premier épisode psychotique. Alors c'est des données qui sont à prendre avec aussi précaution. C'est toujours... Souvent, c'est fait dans des lieux où le taux de chômage n'est pas forcément le même que le nôtre. C'est souvent la remarque qu'on nous fait. Enfin, le différentiel est quand même important. Je pense que ça mérite de s'attarder sur cette question. Et a priori, quand les taux de chômage sont un peu plus élevés, il y a aussi de l'efficacité. Et ça a déjà été testé dans des pays un peu plus en difficulté. Un autre élément... autour de l'intervention précoce et de son efficacité, vous le savez, la mortalité est beaucoup plus élevée quand on a une psychose. Là, c'est les données de mortalité après un an après sortie d'hospitalisation sur 270 000 dossiers en Angleterre. Taux de mortalité standardisé, donc on est à peu près plus de 2 fois supérieur à la mortalité tout venant. Il y a plusieurs raisons à ça.
Vous savez, plus de tabagisme, plus d'obésité. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut traiter quand on s'intéresse à l'intervention précoce. Notamment, ça c'est les données de l'étude EFEST, donc c'est traitement après un premier épisode, et puis à 1 an, on voit que la prise de poids peut être très importante avec certains antipsychotiques, on va jusqu'à 13,9 kg, c'est vraiment important. Et si on n'a pas, enfin, si on ne met pas en place des choses, si on ne sélectionne pas aussi les antipsychotiques en ayant en tête cette donnée-là, on peut arriver à des situations catastrophiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'intervention précoce, il y a aussi, alors je ne sais pas si la diapo est bien visible, un certain nombre de principes sur l'utilisation du traitement pharmacologique qui poussent à être beaucoup plus précautionneux dans les effets indésirables, qui poussent aussi à vraiment, enfin, je vous montrerai après sur une diapo après, à commencer vraiment par des doses faibles, privilégier. Alors d'une part l'alliance et la tolérance, et finalement on se rend compte que c'est toujours plus facile de monter progressivement puis d'arriver à la bonne dose que de commencer avec une dose massive et puis de réduire, et puis finalement le patient va être complètement dégoûté de son antipsychotique, il ne voudra plus jamais en entendre parler. Et puis, on ne sait jamais jusqu'où on peut descendre, enfin, c'est toujours un peu délicat. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a beaucoup de recommandations là-dessus, je ne vais pas tout citer, mais on prône vraiment pour une démarche de décision médicale partagée autour de l'antipsychotique, d'un focus vraiment très important sur la question de l'observance, avec un travail très collaboratif, et surtout minimiser, c'est vraiment primum non nocere, quoi. On minimise les conséquences potentiellement négatives des antipsychotiques. Alors ça se traduit par des algorithmes pharmacologiques qui sont assez précis, qui sont donc proposés par le référentiel australien, avec, une fois qu'on a bien vérifié qu'on était dans la bonne situation, pas forcément se jeter sur la prescription, avec aussi l'idée que tout ce qui est traitement de l'anxiété et de l'agitation, c'est pas forcément l'antipsychotique, c'est généralement les benzodiazépines qui sont un peu plus recommandées. Ça permet aussi, je pense, pour le patient de dissocier un peu psychologiquement ce qui peut potentiellement être sédatif et le traitement de fond, et pas d'emblée d'avoir... Enfin, moi, je vois plein de patients qui arrivent et disent j'ai eu 100 mg de Loxapac, votre truc, c'est horrible, je suis complètement bloqué. Les antipsychotiques, je ne veux plus en entendre parler. Donc, ouais, ça, c'est quand même des trucs à prendre en compte. Et donc, vous voyez que les posologies initiales sont très basses. Vous voyez, par exemple, proposer aripiprazole 5 mg éventuellement de dose de départ, jusqu'à 15 sur les doses cibles. Vous voyez sur risperidone 0,5 à 1 mg, dose cible de 3 mg. On n'est pas sur ce qu'on a l'habitude de voir dans des situations un peu plus installées. Aussi, la question du risque métabolique doit être prise en considération de manière très minutieuse, et puis globalement de l'hygiène de vie, de l'hygiène alimentaire, du tabagisme. Alors le slogan un petit peu qui a été porté beaucoup par les Anglais, et notamment par un médecin généraliste anglais qui s'appelle David Shears, c'est don't just screen, intervene. Donc il ne faut pas juste regarder le bilan, faire oui, il a pris du poids. Non, il y a vraiment des choses à faire, des interventions. On ne peut pas juste se dire que oui, tous les patients fument et rien faire, par exemple. Ça, c'est pas possible. Constater les prises de poids et rien faire. Il y a vraiment des recommandations sur l'application des guidelines pour tout le monde. Quand il y a un diabète, quand il y a un surpoids, il faut le prendre en charge. Il y a des interventions nutritionnelles, il y a des interventions parfois médicamenteuses, notamment avec la metformine. Et donc, il faut les appliquer. Et je vous invite à aller consulter ces guidelines sur le site iphys.com, IPHYS, et vous trouverez pas mal de choses. Alors, ça a un impact. Je vais aller rapidement et finir là-dessus. Ça a été démontré, la mortalité générale dans les services premiers épisodes, ça c'est sur une cohorte en Ontario, avec, vous avez en rouge la courbe des non-utilisateurs d'intervention précoce,
en termes de mortalité. Et puis en vert, la courbe des utilisateurs d'intervention précoce. Vous voyez que l'écart se creuse au fur et à mesure après un premier épisode de psychose, quand il y a une prise en charge spécialisée ou pas. Un autre élément aussi sur la question de la mortalité. Vous le savez, les taux de suicide sont très élevés dans la population avec psychose et particulièrement dans les premières phases de la maladie, 2 fois plus élevés dans les premières phases de la maladie. 12 ans après l'intervention précoce montre qu'il y a quasiment 2 fois moins de décès par suicide quand on a pu bénéficier d'un programme d'intervention précoce. Donc c'est vraiment très très important. Bon. Ça coûte pas cher, ça fait gagner de l'argent. 1 euro investi dans l'intervention précoce, on récupère 17 euros dans le système sanitaire et extra-sanitaire. Ça peut être intéressant pour discuter avec nos décideurs. C'est peut-être pour ça qu'on nous pousse à faire ça, d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, la question de la fidélité du contenu, on en a un petit peu parlé rapidement, toutes ces composantes. Il y a des outils maintenant pour évaluer est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ce qu'il faut faire. Dans plusieurs domaines, c'est parfois très très précis. Il faut s'occuper par exemple des patients résistants. Ça veut dire qu'on doit avoir un certain nombre de patients sous clozapine. Le pourcentage de patients sous clozapine fait partie des critères d'évaluation des équipes premier épisode dans plusieurs pays du monde. Voilà, donc il y a des guidelines qui sont consultables facilement sur Internet. Je vous encourage à les consulter, notamment le guideline québécois, le référentiel PIPEP, qui a l'avantage d'être en français, accessible, très clair. Voilà. Bon, vous le savez, situation en France qui a été évaluée comme difficile. Voilà, diagnostic en 2016, très peu d'équipes d'intervention précoce, mais on l'a vu avec l'intervention de Juliette, il y a quand même des très belles initiatives qui existent. Et puis une volonté de la francophonie internationale, Suisse, Québec, France, à vraiment créer une communauté d'acteurs qui partagent des compétences, des outils pour la promotion de ces initiatives auprès des cliniciens, mais aussi de nos instances et des gouvernements. Je vous remercie.